Coucou tout le monde, ça y est, on est en direct. Je vais attendre quelques instants que tout le monde puisse arriver. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. On va attendre quelques instants que certaines personnes se connectent, que vous soyez avertis. Alors, vidéo ok, son ok. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si tout va bien. Coucou Stéphanie. Bon bah parfait, ça a l'air de bien marcher. N'hésitez pas pour ceux qui sont présents à me mettre en commentaire si vous êtes là, à me faire un petit coucou, ça me fera plaisir. Vidéo et son nickel, ok, parfait, merci Stéphanie. Super. Bon bah on va commencer tranquillement. On va se retrouver aujourd'hui pour un live qui va parler des liens entre le corps et l'esprit et notamment comment... bonjour Angélique et tout le monde, tout est nickel. Merci Hélène, c'est parfait. Nathalie, coucou. Bienvenue tout le monde. Merci d'être là. Ça me fait plaisir de vous voir en ce dimanche. Pas sûre de pouvoir rester jusqu'au bout. J'enchaîne après toi. Ok Stéphanie, pas de souci. Tu restes quand tu veux, quand tu peux. Avec plaisir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Angélique Brizard et je suis thérapeute. Et aujourd'hui, je vous disais que dans ce live, on va parler des liens corps-esprit parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque vous allez le comprendre. C'est on va dire, le premier thème qui m'a permis de faire ma reconversion professionnelle et de m'engager dans cette voie de thérapeute. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer d'abord et vous illustrer ce que c'est que ce thème-là et ce sujet-là par mon parcours. Et ensuite, je vous expliquerai un peu plus de manière théorique comment on peut mieux comprendre ces liens-là. Coucou Aurélia, coucou Estelle, super, je suis heureuse que vous soyez là. Donc, comme je vous disais, on va commencer par le fait que je vais vous expliquer un petit peu mon parcours dans ce thème-là, parce que vous allez voir, ça m'a particulièrement marqué. Donc moi, avant, j'étais responsable commerciale pour une marque de cosmétiques. Tout se passait bien dans ma vie. Sur le plan professionnel, ça fonctionnait bien. Sur le plan personnel, j'avais un chéri avec qui ça se passait très bien, qui est mon mari actuellement. Et on va dire que en apparence, si on regardait d'un point de vue extérieur, sur le papier, j'avais une vie très, très réjouissante et que tout allait bien. Mais en réalité, au fond de moi, j'étais pas totalement heureuse dans cette situation. Et c'est un problème de santé qui est venu un petit peu perturber tout ça. Donc je vais vous raconter. En fait, en sortant finalement d'un cours de danse, ça s'est passé comme ça. Je me suis retrouvée avec une grosse entorse au pied droit et une aponevrosite plantaire qui est en fait la gaine qui tient les tendons du pied complètement enflammée avec une épine calcanéenne. Donc en gros j'avais la cheville, le pied droit dans un état pas possible. Bonjour Bertrand, coucou. Et ça, en fait, ça m'est arrivé, bon, on aurait pu dire comme tout le monde à la base. Et c'est quelque chose où sur le coup, j'étais hyper en colère, j'étais mal et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi, j'étais hyper en colère. Et à ce moment-là, les médecins m'avaient dit que ça devrait durer 6 mois pour être totalement guérie de ce truc-là. Et il se trouve, coucou Corinne, il se trouve que finalement, je me suis arrêtée complètement de travailler pendant 1 mois et demi. Et après, j'ai repris avec des béquilles pendant 1 mois et demi, je crois. Et au bout de 6 mois, le temps qui normalement était nécessaire pour que ce soit totalement rétabli, eh bien, c'était toujours pareil. C'est-à-dire que j'avais plus de béquilles, mais en fait, je pouvais plus rester même 5 minutes debout, tellement j'avais des douleurs, tellement c'était inconfortable. Et j'arrivais pas à m'en sortir. Et il se trouve que cette histoire, ces difficultés au niveau de mon pied, ont duré pendant 2 ans au total.
Et pendant ces 2 ans, ça a été extrêmement long et extrêmement pesant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'1 an, réellement, je me suis dit, bon là, il faut faire quelque chose, je comprends pas ce qui se passe. Et j'ai été voir plein de spécialistes, que ce soit la clinique du sport, les spécialistes du pied, j'allais partout, etc. Et au bout d'1 an, ce qu'on me disait, le diagnostic, c'était, bah, madame, on voit bien que votre pied, il est gonflé, qu'il y a quelque chose, mais dans les résultats, dans les diagnostics, maintenant, il n'y a plus rien. Et ça, c'est horrible, et je pense que toutes les personnes qui vivent ce genre de situation avec des difficultés, avec des douleurs et des choses qu'elles ressentent dans leur corps, quand finalement elles ne sont pas reconnues et quand on leur dit bah c'est rien et en fait vous n'avez rien, c'est quand même très violent, très perturbant et on se remet beaucoup en question. Et du coup j'étais vraiment dans un état pas possible. À ce moment-là, je me demandais vraiment ce qui se passait. Et c'est le moment où j'ai commencé à me dire bah, que peut-être si physiquement il n'y avait rien, peut-être que ça venait d'un problème psychologique. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à envisager d'autres possibilités. J'ai commencé à voir des thérapeutes alternatifs parce que je me souviens avoir été particulièrement choquée, même quand j'avais été, je crois que c'était à la clinique du sport. Coucou Jean-Luc, coucou Monique. Et du coup, je me souviens qu'à ce moment-là, quand j'avais été à la clinique du sport, il y avait un des spécialistes qui m'avait dit non mais de toute façon, il va falloir apprendre à vivre avec la douleur. Et puis si vraiment c'est inconfortable, vous verrez, dans quelques années, on fera une opération et puis on verra. Et en fait, j'ai trouvé ce discours-là hallucinant et je me suis dit non, j'ai pas envie de vivre comme ça. Et donc, je me suis dit, il doit y avoir d'autres solutions. Et une des clés qui m'a ouverte, on va dire, à tout ça, c'est un des livres de Michel Odoul qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » et qui expliquait que chaque cause, on va dire, physique avait une résonance psychologique et traduisait quelque chose. Et il expliquait que le pied, ça sert à avancer, ça sert à marcher, et qu'à partir du moment où on était bloqué, c'est qu'on n'était peut-être pas sur la bonne voie. Et ça m'a fait tilt et je me suis dit, il faut que j'aille comprendre. Il doit y avoir autre chose derrière. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai été voir différents thérapeutes qui m'ont accompagnée dans ce... Coucou Nathalie qui dit un livre essentiel. Oui, je pense vraiment que le livre de Michel Odoul, enfin comme tous ses livres d'ailleurs, mais celui-là il est particulièrement fort. Et moi ça m'a vraiment guidée sur le chemin. Et je me suis dit, il y a autre chose derrière et c'est ce que j'ai voulu comprendre. Et c'est en me faisant accompagner, en remettant en question toute ma vie, puisque du coup j'ai fait le lien aussi sur le fait que c'était donc sur la jambe droite qui est, d'après Michel Odoul, tout ce qui va être en lien avec le féminin, et le féminin on peut le voir dans sa globalité et même l'entreprise, ça a été le cas pour moi. Et je me suis dit que finalement j'étais peut-être pas si heureuse dans ma vie professionnelle et que du coup il fallait que j'essaye de voir les choses différemment. Nathalie qui dit ton côté Capricorne a voulu comprendre. Exactement. Mais j'ai mis du temps avant de comprendre quand même. Avant de faire cette démarche. Et après, du coup, une fois que je me suis rendu compte que il y avait que la vie que j'avais ne me convenait pas vraiment, ne vibrait pas avec mes aspirations profondes, a commencé tout un chemin, un cheminement intérieur pour savoir ce que je voulais vraiment. Et ça n'a pas été facile, notamment le fait d'assumer que j'avais aussi envie d'aller vers ce métier de thérapeute, puisque en fait tout ce cheminement-là m'a amené vers ces réflexions et cette envie d'aider les autres à comprendre ces relations corps-esprit. C'est un peu justement une des premières clés, une des premières choses que j'ai eu envie de transmettre. J'accroche plus avec Jacques Martel, mais je vais le relire, dit Stéphanie. Oui, Jacques Martel, c'est très bien aussi dans ces liens-là. Disons que Jacques Martel, c'est plus un dictionnaire que, en fait, l'approche de Michel Odoul, je la trouve plus globale, mais après, elle est peut-être moins accessible facilement aussi. Mais on fera le lien tout à l'heure, on en reparlera. Et ce que je voulais dire, oui, donc du coup a commencé toute cette remise en question par rapport à ça. Et c'est là que j'ai pris la décision finalement d'avoir une rupture conventionnelle avec mon entreprise pour pouvoir justement faire un nouveau métier et toucher aussi le chômage, le temps de m'installer aussi à mon compte et de me former comme il faut. Et ce qui s'est passé, et c'est là que tout prend son sens, c'est que du jour au lendemain où j'ai arrêté mon travail, je n'ai plus jamais eu mal aux pieds.
Et donc cette histoire, je la trouve assez dingue parce que justement, je me suis battue pendant 2 ans pour essayer de comprendre cette problématique, ce que ça voulait dire, ça passait pas, ça a été vraiment une grosse bataille. Et finalement, du jour au lendemain, quand j'ai quitté mon entreprise, c'est parti, ça a disparu comme par miracle. Et depuis, ça fait maintenant plusieurs années et je n'ai plus jamais eu de problème à ce niveau-là. Donc c'est quand même assez fort de se dire que le corps peut nous parler à ce point. Et c'est le message que je vous passais aussi à travers cela, et on va essayer de comprendre un peu plus théoriquement pourquoi. Je vois Bertrand qui met « ça te va très bien ton nouveau job thérapeute ». Merci Bertrand. En tout cas, je suis beaucoup plus épanouie dans ce travail-là que celui d'avant, même si à l'époque il me plaisait. Mais j'avais pas aussi la conscience de pourquoi je le faisais, qu'est-ce qui me plaisait, etc. Nathalie qui dit un grand merci à ton pied qui nous permet aujourd'hui de profiter de tes beaux lives. Exactement. Aujourd'hui, vraiment, je remercie ce parcours-là et cette problématique-là. Mais sur le coup, c'était horrible, c'était difficile. C'était une période de ma vie où je comprenais pas ce qui se passait, je savais pas comment me sortir de ça. Mais comme quoi, j'espère que mon témoignage donne aussi peut-être de l'espoir et de se dire que c'est important de se poser des questions plus profondes et pas seulement de se dire je me suis fait une tension physique parce que j'ai fait un cours de danse, point. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. En tout cas, moi je pense qu'il y a quelque chose de plus profond derrière. Stéphanie, j'ai compris beaucoup sur mon handicap avec l'art-thérapie et c'est vrai que le corps nous donne plein d'infos. Oui, moi je travaille aussi beaucoup avec l'art-thérapie, de plus en plus, même au cabinet, et c'est vrai que ça permet de s'exprimer différemment. Et j'imagine qu'avec le handicap aussi, c'est toute une phase de remise en question et beaucoup de travail intérieur à faire par rapport à ça. Et du coup, j'admire beaucoup ces personnes-là, et notamment toi, Stéphanie, comment tu arrives à surpasser ce handicap. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu quelle est la base de ça, qui du coup c'est ça qui m'a amené vers le shiatsu, parce qu'en fait le livre de Michel Odoul qui m'avait donné des premières pistes, j'ai eu envie de l'expérimenter et d'aller encore plus loin, et c'est pour ça que j'ai commencé sa formation à l'Institut français du shiatsu, et ça fait 5 ans que je me fais accompagner, que je me fais former, que je suis en train de me former toujours chez Michel Odoul, et j'adore cette approche là. Comme dit Natacha Calestrem, ne pas aller de suite calmer une douleur physique, mais en comprendre d'abord son message. C'est exactement ça. Parce que si on veut vraiment la calmer, ce sera important d'abord de comprendre son message. Sinon, c'est un pansement. Et en fait, elle reviendra plus ou moins tardivement. Mais justement, c'est ce qu'on va voir là maintenant. Comment on peut expliquer ça justement avec une vision plus cartésienne aussi de ça? Stéphanie qui dit merci, plutôt que de le surpasser, je dirais qu'il est devenu plutôt un compagnon. Non, mais t'as raison, je trouve ça très intéressant, c'est super que tu le vives comme ça et que tu partages aussi ce témoignage-là. Et donc, comment expliquer ça? Si on se base, en tout cas, par rapport aux enseignements que moi j'ai pu avoir depuis plusieurs années de cet enseignement de la médecine traditionnelle chinoise, de la psycho-énergétique, on voit que en réalité, quand il y a un déséquilibre dans le corps, il y a deux causes premières. Soit une cause qu'on appelle exogène, soit endogène. Une cause exogène, c'est quoi? C'est une cause qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire, par exemple, souvent c'est dû aux conditions environnementales, par exemple. Comme si, quand par exemple il fait vraiment très très froid, forcément le corps va être soumis à plus de difficultés et il va devoir, on va dire, brûler plus d'énergie pour se battre et pour rester en bonne santé. Et cette partie-là est importante aussi, parce qu'on ne peut pas dire que toutes les problématiques que nous vivons dans notre corps viennent que de problèmes psychologiques. Néanmoins, comme par exemple, je pense à un autre exemple, mais quelqu'un qui travaille dans un centre où il y a de la radioactivité par exemple, là encore on peut, même si on est en bonne santé, que tout va bien, etc., si on va dire on met le corps dans des conditions comme ça extrêmes, forcément on va sûrement développer des problèmes de santé.
Mais ces causes-là, vous voyez, c'est des causes extrêmes. En France, là, la plupart d'entre nous, on vit dans des conditions qui sont quand même normales, si je puis dire, et pas extrêmes. Et donc, c'est là qu'arrivent surtout les causes endogènes, donc qui sont à l'intérieur de nous, et c'est pour ça qu'on voit très bien que certaines personnes sont plus touchées par certaines maladies, certains maux que d'autres. Et ça, comment on explique ça? Parce que intérieurement, on n'a pas du coup le même système immunitaire, mais aussi on n'a pas les mêmes tensions aussi psychologiques. Et c'est ça qu'on va aller essayer de comprendre. En fait, souvent en médecine traditionnelle chinoise, ils disent que 80% des causes d'un déséquilibre se fait par la psyché et par ce qui se passe à l'intérieur de nous, psychologiquement, qui va du coup induire un désordre physique. Et c'est là qu'on voit que ça prend une très grosse proportion et qu'il va être important d'observer, et même pour prévenir des futures maladies ou des futures tensions, de prévenir sa santé aussi psychologique. Pas les mêmes réactions. Je vois ton message, Stéphanie, je comprends pas trop. Pas les mêmes réactions. Qu'est-ce que tu fais quoi par rapport à ça? En tout cas, par rapport aux causes exogènes, endogènes, ce qui est important de comprendre, c'est que même quand il y a des conditions extérieures qui vont être plus ou moins difficiles, on va être touché, elles vont avoir un effet, ces causes extérieures, s'il y a, on va dire, une porte ouverte, une fragilité à l'intérieur de nous. C'est un peu comme l'eau, hein. On dit que l'eau s'engouffre là où il y a la brèche, donc s'il y a une brèche psychologique ou physique, c'est ça qui va nous atteindre plus particulièrement. Chacun ne va pas réagir de la même façon à une situation. Oui, exactement. Exactement, c'est ça que je veux dire. Donc ce qui est important de comprendre, notamment la vision orientale, c'est de se dire que chaque chose qu'on va ressentir dans notre corps va traduire quelque chose de plus profond. Qu'il n'y a pas en fait de séparation entre le physique et le psychologique. Il n'y a qu'à voir, on a parlé des émotions le week-end dernier. Quand on a une émotion, par exemple je suis triste, je vais pleurer. Et donc il y a une manifestation physique. Mais cette manifestation physique, elle vient d'où? Elle vient d'une cause plus profonde, qui est une émotion qui est à l'intérieur, qui est un ressenti. Et en fait, on se base sur ça pour dire que en fait, tout ce qui va arriver dans notre corps a une cause plus profonde qui va être psychologique. Mais comment ça se traduit dans le corps? Ces déséquilibres. On peut dire en psycho-énergétique, qu'il y a 3 grandes étapes. La première, ça va être l'étape des tensions. Il faut comprendre que c'est la toute première étape. C'est le moment où en fait on va commencer à avoir des petits désagréments, des petits malaises à l'intérieur de soi. Ça peut être un mal de dos, une migraine, des choses qui peuvent nous paraître un petit peu banales, mais qui en fait sont déjà le premier stade d'indication qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Ce qui est important de comprendre quand on parle de ces sujets-là, c'est que en fait, le corps ne produit pas une tension ou quelque chose par hasard. Il le fait en réponse à quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et une fois qu'on a compris ça, on se dit qu'il est important d'écouter justement ces messages pour pouvoir les traiter et les apaiser et se sentir de mieux en mieux. Parce que le but, c'est ça. Donc cette première étape des tensions, souvent elle arrive assez rapidement dans le temps, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit désagrément, un truc qui va nous déranger, on va vivre un vécu un petit peu conflictuel ou quelque chose qui va nous énerver, mais paf, on peut avoir assez rapidement dans le temps une tension corporelle qui s'exprime, qui va être une réponse à ça. Le mal de dos est banal et fréquent pour un peu tout le monde. Mais oui, mais justement Céline, il faut se poser la question pourquoi c'est aussi banal et fréquent. Parce que tu dis pour un peu tout le monde. Moi par exemple, j'ai pas de problème de dos, je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas de problème de dos. Bien sûr, on dit que c'est le mal du siècle, mais peut-être parce que aussi il y a des charges qui sont aussi collectives. On est tous soumis à certaines charges comme le stress, notamment la pression professionnelle qui va être beaucoup plus élevée aujourd'hui qu'avant. Il y a un stress psychologique qui est différent d'avant. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont plein le dos, ça c'est sûr. Mais on ne peut pas dire que tout le monde a mal au dos et que c'est banal, parce que c'est dommage de dire ça. Parce que je pense que justement si on a mal au dos, ce serait important d'aller creuser, d'aller voir pourquoi on a mal au dos.
Donc ce que je disais, ça c'est le premier stade. Donc c'est un stade où c'est important d'aller écouter le message, d'observer ce qui se passe et d'essayer de comprendre et de prévenir pour pas que ça prenne trop d'ampleur. Ensuite, le deuxième stade, c'est justement si on n'écoute pas tous ces messages qui nous paraissent peut-être banals au début, si on les écoute pas, au bout d'un moment, il va y avoir comment dire, ça va frapper plus fort. Et on peut passer au deuxième stade, qui est le stade du traumatisme. Bénédicte qui dit, il existe une symbolique des mots. Justement, on va en parler un petit peu après. J'ai beaucoup moins mal au dos depuis que j'ai compris que mon handicap est que je gère mieux les événements qui arrivent et j'ai pourtant une hyperlordose physiquement parlant. Oui, c'est ça, tu vois, c'est un bon exemple, Stéphanie. Quand on comprend déjà ce qui se passe dans notre corps, souvent les mots s'apaisent. C'est important d'aller les entendre. Donc je disais, après on passe au second stade qu'on appelle le stade du traumatisme, qui peut se traduire par un choc, une blessure, un accident. C'est un stade déjà un peu plus avancé dans les messages. On va dire que le corps est dans une recherche de solutions actives. Mais c'est encore un stade où quelque part on a un mode de communication ouvert, où en fait le corps amène suffisamment, on va dire, fait suffisamment de bruit pour nous interpeller. Un mal dans le bas du dos récurrent depuis 3 mois, je dois me poser des questions. Oui, en tout cas, moi, si tu venais me voir au cabinet, je t'inviterais à réfléchir. Si ça fait depuis 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 mois ou ces derniers temps dans ta vie pour que ce mal de dos survienne là? Si tu avais pas mal au dos avant et que là, c'est apparu, et qu'en plus ça reste, ce serait intéressant de se poser cette question-là. Et mettre des mots apaise les mots. C'est très joliment dit, Nathalie, je suis d'accord avec toi. Donc ce traumatisme, en tout cas, dont je parlais, qui est le stade numéro 2, va souvent nous demander de mettre en pause, je pense par exemple, si on se casse le bras, par exemple, je prends un exemple, ça va nous demander de mettre en pause cette partie-là, et souvent c'est quelque chose qu'on vit mal, mais on a quand même l'idée de bon, ça va se réparer, on reste positif. Il faut comprendre qu'en fait, on dit en énergétique que c'est une concentration d'énergie qui n'a pas pu s'exprimer et qui est obligée quelque part de lâcher et ça pète. Et après, là, en fonction du lieu du corps dans lequel ça va péter et ça va agir, ça va traduire certaines choses et c'est ce qu'on va voir un petit peu après. Mais en tout cas, c'est une tentative un peu plus violente d'initiation au changement que nous propose le corps. Mais dans le cadre du traumatisme, l'individu a encore prise, on a encore le temps justement de venir modifier des choses, de changer ses comportements pour justement plus que ça n'aille plus loin. Donc c'est toujours important de se poser la question. Et dans le dernier stade, on passe au stade de la maladie. Alors là, on est sur un mode d'évacuation des tensions plutôt dans un stade passif. Ça se fait souvent à l'intérieur du corps, en lien avec les organes, et souvent, contrairement au traumatisme où c'est la zone qui va se réparer elle-même, dans le cadre de la maladie, c'est toutes les autres parties du corps qui vont avoir besoin de travailler pour venir réparer la maladie. Et là, c'est souvent un moment où on se sent mal, où on a l'impression, justement, on dit qu'on tombe malade, il y a quelque chose de très passif et de très violent même dans on va dire la phase de la maladie. Donc dans ce stade-là, il va falloir analyser son vécu pour changer les mémoires profondes. Et la maladie peut arriver souvent, c'est pas tout de suite après justement la chose qui nous est arrivée. Souvent quand on n'a pas écouté les premiers signaux des premiers stades, quand la maladie tombe, il y a un décalage avec justement le moment où ça a été, où on a trop tiré sur la corde, où ça a été compliqué. Donc c'est ça que aussi parfois certaines personnes ont du mal à comprendre. Ça arrive à un moment de leur vie où elles se disent en fait tout allait bien à ce moment-là, notamment pour la maladie, et en fait ça peut faire écho à quelque chose de plus ancien où on a trop tiré sur la corde à un moment donné et qu'on n'a pas écouté les messages, et comme on a laissé traîner, au bout d'un moment ça va directement dans le stade maladie aussi. Nathalie qui dit: je viens de me rendre compte que je n'ai jamais réfléchi à ma double fracture du bras il y a 23 ans, je vais me poser là-dessus. Ouais, je pense que c'est intéressant que tu y réfléchisses, et peut-être que après je te donnerai quelques pistes, tu verras, on va en parler justement de ce que ça peut vouloir signifier tout ça.
Donc voilà pour le dernier stade, on va dire, qui est la maladie. Bien entendu, l'intensité de chaque stade et de ce qu'on va vivre va dépendre de la capacité à accueillir ce qui se passe et il va dépendre du temps pendant lequel on a fermé les yeux sur ce qui se passait à l'intérieur de nous. J'ai envie de dire, ça me fait penser, c'est un petit peu comme je sais pas, une maman qui discute avec une amie et il y a son enfant qui arrive et qui vient à ses pieds, qui lui dit maman, maman, et que finalement elle continue à discuter avec sa copine, qu'elle l'écoute pas. Ça va être le premier stade des tensions. Et après, on peut imaginer qu'il commence à tirer sur ses vêtements pour l'interpeller. On pourrait imaginer que là, ça va être justement le stade plus du traumatisme et qu'après, là, il fasse carrément une grosse bêtise qui soit plus compliquée à gérer si la maman n'a pas répondu à ce moment-là à son interpellation. C'est un petit peu le même processus dans le corps, c'est-à-dire qu'au début, il nous envoie des messages pour nous dire hey, attention, regarde, là, il y a un truc, etc. Et au bout d'un moment, il dit stop. Et notamment le cas de la maladie, souvent on est complètement, on est au lit, on peut plus bouger. Souvent, après ça dépend des maladies bien entendu, hein, ça dépend de l'intensité, mais c'est souvent un moment qui nous met à l'arrêt parce qu'il y a quelque chose à revoir profondément et à stopper dans le processus. J'ai mis 38 avec le handicap, tu as encore de la marge, lol. 38 ans, c'est ça que tu veux dire, Stéphanie? Je pense que c'est ça que tu veux dire. Mais en fait, le plus important, c'est pas le temps qu'on met à comprendre ça. L'important, c'est de le comprendre au moment où on est prêt et de pas rester justement dans des problématiques qu'on a du mal à régler ou qu'on pense que c'est banal, par exemple, ou alors qu'on se dit qu'il n'y a pas de solution. Il y a toujours des solutions. Et au moins, une des solutions, et je dirais la première, c'est la compréhension, mettre des mots et faire ce lien. Ça va être important. En tout cas, vous voyez, dans toutes les phases que j'ai données, ce qui est important à retenir, c'est que une maladie, une tension, quoi que ce soit qui se passe dans notre corps, en réalité, c'est une réponse du corps, une recherche de solution à une problématique, à une cause plus profonde. Psychologique. Et c'est important d'aller se poser cette question-là, s'interroger, puisque souvent, après, on verra que ça donne des réponses. Coucou Cyril, merci d'être là. Donc, maintenant qu'on a vu ces différents stades, on va aller essayer de comprendre les significations, justement. Stéphanie, oui, j'ai oublié le mot, et oui, c'était juste de dire il n'y a pas de temps. On peut toujours comprendre même longtemps après. Exactement, il n'y a vraiment aucune pression par rapport à ça. Et donc non, c'est très bien de le rappeler et merci de ton témoignage Stéphanie aussi. En tout cas, justement, quand on parlait du livre de Michel Odoul tout à l'heure ou de Jacques Martel, tout ça, ce sont des dictionnaires qui nous disent, voilà, quand j'ai mal là, ça veut dire ça. Dans l'approche de Michel Odoul, ce que j'aime bien, c'est que c'est plutôt, essayer de comprendre d'où ça vient. Et je vais essayer de vous donner quelques pistes. En réalité, quand on dit tu as mal là, ça veut dire ça, on ne l'a pas inventé. Le sens profond de ça, c'est d'observer quelle est la fonction biologique de l'organe ou de la partie du corps pour essayer de comprendre quelle est la fonction psychologique qui est en défaillance. Je m'explique, je vais essayer de donner un exemple très concret, même si ce sera moins glamour, mais par exemple, si on a des problèmes de gros intestins, par exemple, du côlon, on regarde quel est le fonctionnement biologique, à quoi il sert, quel est le rôle du gros intestin. Ce rôle-là, il est d'évacuer. Il est d'évacuer ce dont on n'a plus besoin. Une personne qui va du coup avoir des problématiques au niveau du côlon, on va pouvoir se demander quelle est la difficulté qu'elle a dans le fait de pouvoir évacuer les choses dont elle n'a plus besoin. Une personne qui fait même par exemple de la constipation, on va se dire en fait qu'est-ce que tu essayes de retenir qui ne peut pas justement évacuer. Et voyez le lien entre la fonction biologique et la fonction psychologique. C'est pareil pour, je sais pas, si on prend l'estomac par exemple. Quelle est la fonction de l'estomac? Elle sert à venir digérer, c'est le premier réceptacle de tout ce qui va être la nourriture et la matière solide. Et donc on peut imaginer que quelqu'un qui a des problèmes d'estomac, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à digérer un vécu, notamment sur le côté matériel de la vie.
Et chaque problématique de santé, en réalité, on peut faire le lien et l'écho entre quelle est sa fonction biologique pour comprendre la fonction psychologique dont il fait écho. D'accord ? Et Stéphanie qui dit les expressions qu'on emploie sont super parlantes en général. Oui, carrément, comme je disais tout à l'heure, quand on dit j'en ai plein le dos, effectivement, ça veut dire quelque chose, ou je sais pas, je suis mal dans mes souliers, ou enfin voilà, il y a plein de choses d'expressions qui vont nous aider et y voir plus clair là-dedans en tout cas. Donc là, je vous ai donné quelques indications par rapport aux organes et en fait, ça va être la même chose pour chaque organe et ça peut être aussi la même chose dans les parties du corps. Par exemple, alors tout ce que je vous dis là, c'est assez grossier, hein. J'essaye de vulgariser au maximum, mais pour essayer de comprendre en fait comment ça marche ce processus-là. Et donc, ce que je disais, c'est que quand on regarde même les parties du corps, ça va être extrêmement intéressant, notamment les membres supérieurs et les membres inférieurs. Si on regarde à quoi servent nos membres supérieurs, les bras, les mains, ça va nous permettre d'agir, ça va nous permettre de prendre, ça va nous permettre d'étreindre, ça va nous permettre d'avoir une action dans le monde. Alors que les jambes vont avoir comme fonction plutôt de nous mettre en relation avec le monde, celles qui vont nous permettre d'avancer, de marcher, et c'est ça qu'on va utiliser aussi dans la symbolique. Ça veut dire qu'une personne qui va avoir des difficultés ou des tensions ou des douleurs au niveau des bras, c'est une personne qui va avoir une problématique autour de l'action. Et après, en fonction du lieu et de l'articulation qui va être concernée exactement dans le corps, ça va traduire un peu plus, on va aller encore plus dans la subtilité et dans la compréhension. Par exemple, on peut très bien imaginer que, en fait, toutes nos idées, toutes nos réflexions, tous nos concepts qu'on élabore va se passer au niveau de la tête et le bras va être la continuité de la tête pour venir passer dans le réel et passer à l'action. Quand on peut partir même de la nuque, hein, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes au niveau de la nuque, une des significations, ça peut être que justement l'endroit, donc la nuque qui doit passer de la tête, des idées, de la réflexion aux bras qui sont le concret, l'action, eh bien, il y a quelque chose qui bloque ici. Donc on peut imaginer qu'une personne qui a des douleurs au niveau de la nuque, c'est une personne qui a du mal à faire passer ses idées dans le réel. Et notamment, puisque on est encore au niveau du cou et pas encore véritablement dans le visible qui est l'épaule ou le bras, la main, c'est souvent parce que la personne doute de ses capacités. Elle ne se sent pas capable ou elle ne s'autorise pas. Alors que si on descend un peu plus au niveau de l'épaule, c'est toujours une problématique d'action puisqu'on est sur le bras, mais là, la personne va se sentir empêchée de faire quelque chose ou alors obligée de faire quelque chose. Il y a vraiment une contrainte entre ce qu'elle a envie de faire et ce qu'elle fait réellement. Mais là, vraiment toujours dans le fait, je ne peux pas faire. C'est plus ça. Autant avec la nuque, ça va être parce que je m'empêche, parce que je me sens pas capable. Autant avec l'épaule, c'est parce qu'on m'empêche. Je n'ai pas les moyens ou il y a quelque chose à l'extérieur qui me bloque. Alors que si on descend carrément, on va au niveau des mains, au niveau des poignets. Là, on est sur ce qu'on dit en psycho-énergétique, c'est plus on va vers l'extérieur, plus on va dans le visible, plus on va dans ce qui va être extérieur aussi. Et la main, elle nous sert à quoi? Elle nous sert à prendre, elle nous sert du coup à serrer. Et donc, on peut imaginer que quelqu'un qui a une problématique au niveau des mains est quelqu'un qui va avoir un rapport à l'action, puisqu'on est toujours dans cette dynamique-là avec les membres supérieurs, où il y a trop de rigidité. Ou peut-être que c'est une personne qui a un problème, qui veut trop tout gérer, tout contrôler, tout serrer. Et donc, elle peut avoir de la difficulté au lâcher prise. Et voilà, ça peut être une des symboliques au niveau des mains, par exemple. Voilà. Et si on regarde maintenant le bas du corps, on a dit qu'on était dans les relations avec le monde, les relations avec les autres. Et pareil, ça va pas être la même chose si on compare, je sais pas, le genou ou la cheville. Le genou, par exemple, c'est une articulation qui est assez souvent citée parce qu'elle est facile, on va dire, au niveau des explications. Genou, déjà, si on prend ce mot, on peut imaginer qu'il s'écrit en deux mots, je et nous. C'est assez marrant déjà on a dit que les jambes nous permettaient de nous mettre en relation avec le monde et donc ça travaille toutes nos relations aux autres, mais encore plus le genou,
c'est moi par rapport à nous, je par rapport à nous, comment je me positionne. D'autant plus que le genou, c'est, si on regarde à quoi sert cette articulation, c'est celle qui nous sert à plier, celle qui nous sert d'allégeance. Et quelque part, le genou, dans sa fonction, on va dire psychologique, ça va être notre capacité à céder, notre capacité à accepter, notamment dans les relations avec les autres. Et de la même manière, comme je citais tout à l'heure, la cheville, elle va nous donner, c'est ce qui permet de donner de la mobilité et de la souplesse et de la stabilité du coup à la jambe. Et donc, c'est elle qui va nous permettre, comment dire, de trouver nos positionnements. Elle va nous demander de travailler notre position, notre positionnement dans le monde et notre engagement, puisque c'est avec ça qu'on justement on fait un pas, on avance, donc on s'engage dans quelque chose. Donc c'est intéressant aussi de comprendre ça, tous ces positionnements-là. En tout cas, voilà, j'espère que vous comprenez bien ces liens, comment on peut faire ce parallèle entre la fonction dans le corps et la fonction biologique de l'organe, de la partie du corps, et finalement ce que ça nous demande de travailler aussi psychologiquement. Stéphanie qui me dit, tu me fais réaliser le pourquoi ma tante a un problème malgré son opération du canal carpien. Tiens, bon ben voilà, tu pourras l'aider à réfléchir là-dessus. Et je vois vous citer du monde, c'est très bien, comme ça leur permettra de peut-être réfléchir sur ces problématiques-là. En tout cas, voilà, vous voyez comment on peut affiner cette analyse, et après on peut même aller plus loin avec le côté, quel côté est touché, c'est le côté droit ou le côté gauche. Et comme je le disais, alors il y a un grand débat sur le côté droit et le côté gauche en fonction des écoles. Moi j'ai choisi de suivre celle de Michel Odoul qui me paraît la plus cohérente si on fait de nombreuses recherches. Et il explique que le côté droit va être en lien avec tout ce qui va être féminin. Donc ça peut être aussi bien une femme, la sœur, la mère par exemple, ou alors le féminin à l'intérieur de soi, ou alors l'entreprise, la société, tout ce qui va être ce pôle yin. Et de l'autre côté, le côté gauche va être en lien avec tout ce qui est masculin, donc ça peut être le père, le fils, le frère, le masculin à l'intérieur de soi, ou alors ça peut être même la hiérarchie, l'autorité. Voilà, et donc on va pouvoir aussi affiner de ce point de vue-là. Comme moi je vous disais tout à l'heure, moi c'était vraiment le pied, la cheville du côté droit, et moi je l'ai associé vraiment à mon entreprise en fait. Et on peut aussi associer le côté droit plutôt à moi, alors que le côté gauche ce sera plus les autres. Donc voilà, il y a toute une symbolique qu'on peut aller décrypter au fur et à mesure. Mais là je vous donne vraiment les grandes lignes, comment on peut avoir des premières idées de comment ça se passe. Mais bien entendu, quand il y a une problématique profonde, on va essayer d'aller décortiquer ça et de voir ensemble comment on peut travailler là-dessus. Alors vous allez me dire, c'est intéressant de connaître ça, mais après comment on travaille dessus? Alors moi je travaille beaucoup sur ces choses-là avec deux thérapies, que ce soit la psychologie transpersonnelle ou le shiatsu. Actuellement, le shiatsu, je l'utilise pas en raison de Covid, etc. Mais j'utilise très bien la psychologie transpersonnelle aussi pour travailler là-dessus. Parce que ce qu'on fait, notamment en psychologie transpersonnelle, c'est on va travailler avec le rêve éveillé dirigé ou spontané, avec l'idée de visualiser la partie du corps qui est douloureuse ou qui est difficile. Et on va essayer d'aller décortiquer et d'aller comprendre son message. On va essayer de voir par analogie à quoi cette douleur fait penser. Alors le message peut être très rapide, la compréhension peut être très rapide, ou elle peut être plus complexe, où là on va passer par lui donner une forme, lui donner une couleur, pour aller essayer de la décrypter et faire le lien avec dans la vie réelle de la personne ce que ça vient de toucher. Et du coup on va vraiment travailler sur le ressenti corporel et on va venir y mettre de la conscience et travailler dans la visualisation pour venir apaiser ces tensions là. Stéphanie qui dit donc une tension côté gauche avec une femme, ça peut vouloir dire plutôt la rigidité. Alors faudrait que tu m'en dises un petit peu plus. Disons que
il peut y avoir plusieurs explications possibles, il faudrait aller creuser un petit peu plus, mais si tu as une tension à gauche et que tu te dis que c'est absolument par rapport à une femme, c'est peut-être l'autorité, par rapport à l'autorité qu'elle représente, tu vois, par exemple. Et c'est là qu'il peut y avoir une subtilité. Ou alors, c'est parce que toi, ça fait ressortir des choses plus dans la... comment dire, plus dans la force que dans l'émotionnel, par exemple. Euh, autorité. Oui, voilà, exactement, c'est l'autorité, c'est ce que je disais. Donc, je disais, voilà, c'est quelque chose qu'on peut vraiment travailler avec la psychologie transpersonnelle. Le but, c'est en fait d'aller travailler sur le corps et l'esprit pour faire le lien entre les deux et pour venir apaiser les tensions, venir les voir différemment et aussi se réconcilier. Il y a aussi des pathologies, des choses qui sont installées et qui peut être très difficile parce que c'est à un stade trop avancé de revenir en arrière. Mais par contre, on peut aussi s'apaiser par rapport à ça. Essayer justement de l'adopter et d'en faire un compagnon, comme disait Stéphanie tout à l'heure. Donc, en tout cas, en psychologie transpersonnelle, on peut vraiment venir travailler là-dessus pour apaiser ces tensions-là, refaire circuler aussi l'énergie. Ce qu'on fait, en fait, c'est le principe du shiatsu. Quand je travaille là-dessus en shiatsu, on vient débloquer, en fait, au niveau énergétique, ce qui se passe. Mais on peut le faire aussi par d'autres méthodes et actuellement, en tout cas, je le travaille comme ça. Voilà, j'espère que ça vous donne des idées par rapport à ça, de comment on peut venir travailler là-dessus également. L'idée, c'est vraiment de se dire, quand j'ai une tension, j'ai un ressenti dans le corps, comme le côté émotionnel qu'on avait vu la dernière fois, c'est une indication. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir quand même en médecine traditionnelle chinoise, il y a un vrai parallèle entre les émotions et les organes. Par exemple, on dit que le foie va représenter la colère, le cœur va représenter la joie, la terre va représenter le ressassement, le métal va représenter tout ce qui va être la tristesse et l'eau va représenter la peur. Et donc, on peut, comment dire, vraiment associer aussi les pathologies avec ces émotions-là pour aussi faire ce travail de compréhension, d'acceptation et d'apaisement du corps et de l'esprit. Stéphanie, là je ne peux pas, mais j'ai prévu de regarder en replay. Bon, tu regarderas en replay avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, à me dire si c'est clair tout ce cheminement-là. En tout cas, c'est quelque chose de passionnant, je trouve, qui moi m'a beaucoup guidée et aidée, comme vous avez pu le voir par l'exemple que j'ai donné au début. Et j'invite tout le monde à voir peut-être ces tensions et ces rapports, ces liens corps-esprit de manière plus positive. Et ça peut amener aussi des questionnements, de se dire que parfois, si on considère que la maladie ou la tension, le traumatisme, exprime une tentative du corps de réparation et de résolution à un problème, peut-être qu'en le faisant taire par des médicaments, ça va pas aider à la résolution du problème. Alors bien sûr, après ça dépend évidemment des cas, et je suis pas du tout contre médicaments, qu'on soit bien d'accord. Mais pas à la médication trop facile pour tout et pour rien, parce qu'on peut avoir tendance à faire ça, et ce sera important de se remettre en question et d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que c'est jamais le hasard. Moi, je ne crois pas au hasard et je pense que le corps est une formidable machine qui sait très bien faire son travail, et quand il y a des dysfonctionnements, c'est pas parce que le corps a décidé de dysfonctionner, c'est parce que vraiment il répond à quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Plus que limpide, va falloir nous former. Bah si tu veux Stéphanie, écoute, avec plaisir. En tout cas, tous ces enseignements-là, pour moi, ont été très riches et je les ai beaucoup travaillés, notamment avec Michel Oudoul. Mais voilà, encore une fois, là, je vous fais un gros résumé. Et après, ce qui est important, et ce qu'on fait au cabinet, c'est on va vraiment essayer de creuser et d'aller voir plus clair. Concernant les migraines, c'est lié au fait d'être trop dans le mental. Oui, les migraines, on dit souvent que c'est le fait qu'on se prenne trop la tête. Donc, oui, c'est assez souvent lié à ça. Après, ça va dépendre aussi du type de migraine et quelle zone de la tête nous fait mal, qui va correspondre aussi en psycho-énergétique à des zones différentes qui peuvent nous travailler. Mais on va dire le sentiment global, c'est ça.
Si tu fais des formations là-dessus. Alors je fais pas encore des formations là-dessus, mais écoute, si j'ai la demande, ça pourrait venir. Et en tout cas, c'est un formidable outil et pour moi, enfin, je fais encore la pub de Michel Odoul que je trouve formidable sur ce point de vue. Ses recherches et son enseignement sont vraiment d'une grande profondeur et d'une grande qualité. Mais j'avoue que parfois c'est pas forcément accessible à tous dans ses livres et que je comprends que Martel soit peut-être un peu plus accessible parfois. Donc on va terminer ce live, ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble. N'hésitez pas à me poser vos dernières questions à ce propos. L'idée aujourd'hui était d'introduire ce sujet-là que je trouve vraiment passionnant. Et puis on va se retrouver pour le dernier live la semaine prochaine, puisque je vous avais dit que je ferai des lives pendant tout le confinement. Donc là, ça va normalement s'arrêter le 1er décembre. Donc du coup, je ferai un dernier live la semaine prochaine. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à être là. Nathalie qui dit oui, des ateliers, ben pourquoi pas quand on pourra. Et Stéphanie qui dit je vais suivre tes infos si tu te lances. Ça marche. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence pour ce live. N'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut éclairer d'autres personnes, si ça peut apporter ou en tout cas donner quelques indications. Et Stéphanie qui dit zut, déjà le dernier. On verra, peut-être après il y en aura d'autres, mais on va dire on va s'arrêter là pour la série du dimanche. Nathalie qui dit merci pour ton partage. Merci à toi d'être là. La semaine prochaine, on va parler d'un autre sujet qui me tient à cœur, puisqu'on va parler spiritualité et on va parler de la psychologie transpersonnelle la semaine prochaine. Merci pour ces explications, Céline. Mais merci, Céline, d'avoir été présente pour ce live. J'espère avoir répondu à tes questionnements. Je vous souhaite à tous un beau dimanche. Estelle Ruzard dit une formation, ça serait génial. Merci encore, c'était hyper intéressant. Ok Estelle, je note, ça marche. Nat qui dit ah génial, je pense que tu parles par rapport au sujet de la semaine prochaine, je me doute. Ouais, ce sera un sujet qui me tient à cœur aussi. Bon je vous souhaite un bon dimanche à tous, profitez bien et des dernières heures qui restent. Passionnant et surtout très explicite. Merci Hélène pour ce retour. Tant mieux si j'ai réussi à vous expliquer ça de manière assez claire. Merci Vanessa. Merci Nathalie. Bon je vous souhaite une belle soirée et puis pour ceux et celles que ça intéresse, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Vivement la semaine prochaine, voilà. On va terminer là-dessus. À très bientôt, merci tout le monde d'avoir été présent et n'hésitez pas à partager ce live. Je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.